France Maghreb 2. LGF, votre rendez-vous quotidien 16h, 18h, ravi de vous retrouver. Nous sommes mercredi, oui, c'est mercredi, milieu de la semaine, tranquille, en ce 11 octobre. Et pour nous accompagner aujourd'hui, Monsieur Enver de Santos, comment ça va Enver? On dit, ça va très bien Christophe, ça va très très bien, alhamdoulilah. Alors, tu devais être bien accompagné puisque notre amie Maïssa Leroy est bien déclinée, puisqu'elle est malade. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Exactement, pour rétablissement. Voilà, donc Maïssa qui reviendra très vite dans le LGF. Alors, ça aurait été mon baptême avec elle. Ah oui. Bah écoute, ce sera pour une prochaine, voilà, ce que je te dise. Alors, grave. Enver, on va parler de quoi avec toi aujourd'hui? Bah écoute, on va aborder deux sujets. Pour mon coup de cœur, j'ai choisi donc Une Goutte de Soleil, une association située à Aubervilliers, Ouais. qui fait des maraudes et qui a trouvé un système assez sympa pour justement trouver un moyen de financer ces maraudes. Comment? Bah tout simplement en organisant des soirées culturelles. Oui. Et ça marche vraiment super bien. Et il mêle un peu toutes les populations, banlieue et population, je dirais, bon chic, bon genre. Et ça fait vraiment un cocktail détonnant qui fait qu'ils réussissent à avoir des résultats pour leur maraude et à aider un maximum de personnes. Après, ils demandent toujours, bien sûr, de l'aide de tout un chacun pour essayer de faire au mieux. Mais je trouve vraiment que voilà. Et on aura peut-être l'occasion, justement, d'appeler Nadia Jebaili, la présidente, tout à On le l'heure. fera tout à l'heure sans aucun problème. Et puis alors, La vie tranchée. la vie tranchée sur le rap. Bah justement, c'est Qu'est-ce la qui se passe déchéance du rap français. Ah bon? C'est moi je suis un fan de rap. Ouais. Rap en tout genre. Et Ouais. le rap français, je le plaçais vraiment très très haut. Et je le place encore trop haut. Voilà, j'ai mes références, les NTM, IAM, Kerry James. Après, tout le monde n'aime pas tout ça. Après, on va me dire peut-être que je suis un gars à l'ancienne. Mais sincèrement, ce que je vois aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Niveau qualité, niveau parole. Parce qu'il peut y avoir de la vulgarité, mais là, ça va super loin. Sans citer certains, quand tu dis, ouais, même si elle a un foulard. Enfin, je trouve que ça va super loin. C'est juste de la vulgarité de plus en plus, des clashs qui servent à rien. Peu de qualité, peu d'intelligence, peu de poésie. Après, c'est mon avis. Ouais, bah écoute, c'est ton avis pour le coup tranché, donc que tu nous feras partager tout à l'heure, et d'ailleurs les auditeurs pour nous dire s'ils sont d'accord avec toi au 01 40 33 9000. Je vous propose d'écouter le sommaire de cette émission, encore une fois, un sommaire assez varié, on y va. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce LGF, le tribunal administratif de Lyon a jugé que la mise en place d'une crèche dans l'hôtel de région de Laurent Wauquiez n'avait rien de culturel, un cadeau de Noël en avance. Les Émirats Arabes Unis ont expulsé des dizaines de familles syriennes accusées, selon une d'entre elles, d'avoir des liens avec le Qatar. Islamophobie, le bilan des actes anti-musulmans dévoilés et un appel lancé pour que l'islam soit traité de la même façon que les autres religions en France. Nous serons avec le rapporteur de ce rapport, Abdallah Zekri, notre invité à 17h. Le quiz avec à gagner dimanche 5 novembre. Soirée Rail avec Raina Rail à Aubervilliers à l'Embarcadère. Une soirée ville des musiques du monde dont c'est le 20e anniversaire. Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure au 01 40 33 9000 en fin d'émission. LGF, le grand forum avec notre invité tout à l'heure pour parler d'actes islamophobes, évidemment, puisque ce rapport est sorti de l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie au sein du CEPCM. C'est Abdallah Zekri qui en est en charge et il sera avec nous tout à l'heure une nouvelle fois. Je dois dire qu'Abdallah Zekri, à chaque fois qu'on sollicite, il répond présent, donc bravo à lui en tout cas. Avec sa grande gueule légendaire, Abdallah Zekri sera avec nous tout à l'heure pour qu'on fasse un petit peu le bilan de ces actes qui sont en général en recul, mais il faut recontextualiser les choses dans le sens où effectivement l'année dernière, puisque ce rapport a été établi entre le mois de janvier et août 2017, et si vous reprenez la même période l'année dernière, c'était en sortie des attentats du 13 novembre. Donc il y avait un contexte évidemment, voilà. Donc du coup il y a un net recul des actes islamophobes, mais par contre ce qu'on peut s'apercevoir au vu de ce rapport que l'on détaillera tout à l'heure, c'est que aujourd'hui les actes anti-musulmans se réfèrent principalement et en grande majorité envers les lieux de culte, voilà, avec des têtes de sanglier, avec plein de tags retrouvés sur les portes des mosquées, etc. Donc c'est les lieux de culte qui sont visés, et aussi on peut parler de la cyber-haine sur internet, des anti-musulmanes qui prospèrent tranquillement, j'allais dire aujourd'hui. D'où la question qu'on se pose, est-ce que les médias, la presse et les religieux ne doivent-ils pas justement tirer la sonnette d'alarme pour justement faire que cette religion soit considérée comme les autres? Voilà. Bien vous répondez sur la page Facebook
France Maghreb 2 et sur le Twitter aussi LGF officiel. Alors mon cher Enver, on va commencer avec un premier sujet en rappelant que les auditeurs peuvent évidemment nous appeler au 01 40 33 9000 pour donner leur avis qui nous intéresse comme d'habitude. Ils pourront le faire d'autant plus tout à l'heure en toute liberté dans le cadre de Libertad. Elles sont 50 familles syriennes à avoir été déportées des Émirats Arabes Unis, pour des familles pourtant présentes légalement sur le sol de ce pays, mais selon quelques sites, ce sont des hommes d'affaires et des investisseurs syriens ainsi que leurs familles qui ont été expulsés sans aucune explication de la part des autorités locales, sommées de quitter le pays dans les 24 heures. Ces familles syriennes ont été déclarées infréquentables ou indésirables sur le sol émirati. C'est ce que nous rapportent plusieurs sources. Aucun avertissement préalable n'a été donné. Un membre d'une des familles affirme avoir été accusé d'avoir des relations, des liens avec le Qatar. Les Émirats Arabes Unis sont dans la crise du Golfe, vous le savez, alliés de l'Arabie Saoudite. Et donc, cette crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar a entraîné de nombreux déplacements de population avec les citoyens du Qatar qui ont dû quitter l'Arabie Saoudite dans le pacte de 1966. Signé par ces deux pays. Il est précisé, rappelons-le, que les deux pays, qu'on ne peut procéder, à des expulsions de personnes, sauf en cas de menace imminente pour le pays en question. Voilà, c'est ce qu'indiquait en tout cas donc Malik Boumedienne, qui est un enseignant chercheur spécialiste en relations internationales chez nos confrères du Muslim Post. C'était en septembre dernier. Voilà, donc la crise du Golfe qui prend des proportions assez gigantesques, je le disais tout à l'heure. Donc on parle d'une cinquantaine de familles syriennes qui ont été expulsées, et là on parle d'hommes d'affaires, Mais sait-on où est-ce qu'elles ont été expulsées? Elles ont été quittées et sommées de quitter le pays. Simplement. Voilà. Donc tout simplement. Donc c'est pour ça d'où cette question aujourd'hui, mais attention aux proportions que cela peut prendre quand même. Et c'est vrai, on peut s'ériger en tant concernant le sort des réfugiés dans notre pays, la France. On peut aussi parler, et on doit le faire aussi, de la manière dont ils sont traités aussi dans ces pays. Et quand on voit donc aujourd'hui que cette guerre qui continue entre le Qatar et l'Arabie Saoudite a des conséquences au-delà, j'allais dire, donc de ces familles qui pourtant ne posaient aucun problème visiblement d'après les différentes sources que l'on nous rapporte. Et pourtant, elles ont été expulsées et elles ont eu 24 heures pour quitter le pays. Enver, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? C'est là où tu comprends et que c'est un secret de polichinelle, mais c'est également c'est mentir aux gens que de dire que la géopolitique n'a aucun lien dans l'humanitaire. C'est qu'aujourd'hui, l'humanitaire, c'est devenu de la question géopolitique. Tu vois, je vais pas revenir sur la question des Rohingyas, mais quand on voit tout le temps qui est pris pour ce genre de situation, quand on parle de Israël-Palestine pour intervenir, pour donner son avis, et là encore, ces gens qui sont expulsés d'Arabie Saoudite pour des raisons... Des Émirats Arabes Unis. Voilà, des Émirats Arabes Unis, pardon. Ils sont des alliés de l'Arabie Saoudite. Ils sont alliés d'Arabie Saoudite et donc ennemis du Qatar. Avec le Qatar. À un moment donné, c'est de la géopolitique et c'est là où ça devient du grand n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, ça voudrait dire que on avait le débat la dernière fois, tu te souviens, Christophe, pays musulman ou pas pays musulman, comment doit-on considérer? Toi, t'es pays musulman, tu fais justement un acte de charité et sous des prétextes dits économiques ou peut-être politiques, tu expulses les gens. Après, on n'en sait pas plus. Mais c'est là où c'est dommageable. C'est dommageable, d'autant plus qu'effectivement cette crise qui perdure entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et on peut dire d'ailleurs qu'heureusement que le Qatar a des alliés solides, à l'image par exemple de la Turquie, de l'Iran. Voilà, donc c'est dommageable bien entendu pour ces familles syriennes. Je rappelle quand même qu'il s'agit donc de familles de personnalités ou d'hommes d'affaires syriens donc qui habitaient là-bas et donc qui ont été expulsés sur le simple motif donc d'avoir des liens ou supposés des liens avec le Qatar. D'ailleurs, les habitants du Qatar ont été aussi expulsés de l'Arabie Saoudite, vous le savez, quasiment empêchés de faire le Hajj, etc. Donc, franchement, cette crise, elle prend des proportions des proportions au-delà du réel. C'est les gens n'ont plus le sens des réalités, je pense. Ouais. En tout cas, votre avis nous intéresse bien sûr au 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre sentiment concernant donc cette géopolitique qui n'a rien d'humain, comme le dit Enver. Eh bien, vous pouvez nous appeler bien sûr au 01 40 33 9000.
Vous savez que puisqu'on est dans la région, on y reste. Il y a aujourd'hui, a débuté au Caire, en Égypte, la réunion de réconciliation interpalestinienne entre le Fatah et le Hamas. Et évidemment, donc, ça semble en bonne voie, en tout cas pour que les Gazaouis puissent retrouver, en tout cas, j'allais dire une possibilité de vivre, puisque on peut parler de ce que fait bien sûr l'occupant Israël, mais aussi on peut parler des sanctions punitives qui sont à observer dans la bande de Gaza par justement le Fatah, sous prétexte qu'il ne s'entendait pas avec le Hamas et que toute relation était rompue. Et donc les Gazaouis ont payé évidemment lourdement les conséquences pour le coup. Donc ça semble a priori autour d'une table au Caire s'arranger. On va suivre ça de près parce que c'était très important pour que ces Gazaouis retrouvent quand même un peu de liberté dans une prison à ciel ouvert, rappelons-le. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait dit pourtant à l'époque. Une véritable prison à ciel ouvert qui est Gaza, qui n'ont quasiment pas d'électricité. On peut parler d'électricité de 4 à 5 heures par jour. Exactement. Sans que le monde s'en intéresse, s'en offusque. Donc c'est plus que dramatique. Et c'est ce que nous disait Elsa dans certains de ses billets, qui elle justement en ce moment est en Palestine et qui a monté un super projet pour aider justement les gens qui veulent aider en Palestine ou même aller en Palestine. Et c'est vrai que c'est au-delà même du cimetière à ciel ouvert, quoi. Là encore, t'as pas l'impression qu'on est au 21e siècle en fait. Ouais. Enfin, on peut parler plus d'une prison à ciel ouvert qu'un cimetière. Au final, tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont là-bas pour mourir. Honnêtement. Et pourtant, ils ont une telle force de résistance. Voilà, ils ont une force de résistance incroyable. Et quand t'es là, on te prive d'eau, on te prive de tes droits, on te rationne au niveau de la nourriture, de la lumière, de la possibilité de pouvoir te soigner correctement, etc. C'est un cimetière en préparation. Et c'est vrai que c'est un lapsus au départ, mais quand on regarde, au final, c'est. Voilà. Ouais. Alors, on va revenir maintenant sur un autre sujet. Bien sûr, les auditeurs peuvent intervenir 01 40 33 9000 comme d'habitude dans cette émission. On va revenir pour une affaire qui a été, qui est plus au goût du jour, mais qui date de vendredi. Et on peut parler qu'avec Laurent Wauquiez, c'est Noël avant l'heure ou plutôt après. Puisque vendredi dernier, le tribunal administratif de Lyon, saisi par 2 associations, a jugé contraire à la laïcité la grande crèche qui avait été installée dans le hall donc de l'hôtel de région Rhône-Alpes l'an dernier. Le tribunal indique dans un communiqué que dans l'espèce, donc l'installation ne présentait pas un caractère culturel, artistique ou festif. En effet, en octobre dernier, le rapporteur public du Conseil d'État avait indiqué que les crèches étaient légales dans les bâtiments administratifs, à condition qu'elles n'aient pas d'intention religieuse et que le caractère d'une manifestation culturelle ou au moins festive soit apporté. C'est ce qu'avait plaidé Laurent Wauquiez, mais le tribunal administratif a souligné que la fabrication de santons par des artisans locaux ne suffit pas à démontrer le caractère artistique et qu'aucune crèche n'ont jamais été installée dans les locaux du siège lyonnais de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Pour Laurent Wauquiez, la vision portée par ce jugement, c'est la négation de nos racines. Le prétendant à la présidence des Républicains estime que ce renoncement à nos traditions est contraire à l'idée française de la laïcité. Il compte faire appel, reste à savoir si la décision définitive tombera avant Noël. C'est là toute la question, mon cher Enver. L'arroseur arrosé. Voilà, donc alors c'est vrai qu'on a eu plusieurs affaires. Bon, celle-ci est très intéressante. Il y a eu plusieurs affaires aussi. Je me souviens dans une école maternelle, à propos du sapin de Noël, à propos de plein de choses. C'est vrai qu'à force de nous rabâcher la laïcité, finalement, parce que moi je me souviens il y a quelques années, le sapin de Noël, le poisson le vendredi à la cantine, personne s'en offusquait, personne disait rien, quoi. C'est ça. Et c'est à partir du moment où ces laïcistes nous ont rabâché à longueur de journée la laïcité, que aujourd'hui, et à juste titre d'ailleurs, des associations se sont dit ok, on va jouer à ça. Exactement. Et bien voilà. Alors qu'est-ce qui est laïque, qu'est-ce qui n'est pas laïque? Voilà, la crèche, Laurent Wauquiez. Terminé. Ça ne peut pas être à 2 vitesses, c'est pas possible. Tu peux pas être d'un côté, oui, c'est super laïque, il faut que vous enleviez votre foulard, il faut que vous enleviez votre kippa, etc., etc. Et puis, hop, parce que ce sont les racines de la France, tu décides, je vais installer une crèche avec le petit Jésus au milieu, et je vais dire que c'est culturel et que ça n'a rien à voir avec la religion. Cher ami, bienvenue dans le monde réel. Voilà, bienvenue dans le monde réel, effectivement, donc pour Laurent Wauquiez, qui brigue, vous le savez, la présidence des Républicains.
il est très très à droite, hein, on peut le dire, vraiment. Laurent Wauquiez. Il serait même capable, à mon avis, de dire que c'est politique à quelques jours de la fin des parrainages. Je crois que c'est aujourd'hui en plus les parrainages pour la présidence de LR. Il est capable de retourner le truc, le type. Ouais, en tout cas, voilà. Alors, c'est une bonne décision ou pas, ça, Enver? Personnellement, moi je pense que c'est une bonne décision justement pour montrer à tous ces gens que voilà, c'est de l'hypocrisie, que on vit dans un monde où les gens arrivent à vivre avec la culture des autres sans que ça a jamais posé de problème, mais qu'il y a de plus en plus de oui, il faut faire ci comme ça, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. Eh ben d'accord, on va jouer ce jeu-là. Et voilà, si tu appliques aux gens qui portent des signes religieux, ne les montrez pas. Eh ben il faut le faire à tout le monde. Peut-être que les gens comprendront que c'est stupide et qu'il y a la possibilité d'avoir une laïcité non offensive, avoir une laïcité où tu peux avoir une crèche, comme tu peux avoir des gens qui portent le foulard, comme des gens qui vont demander leur jour de Shabbat ou autre. Voilà. Donc. Ouais. Effectivement, d'ailleurs, on voit que dans la culture anglophone, il y a pas ce problème. Il y a vraiment une toute autre approche concernant, bien que effectivement, au vu de ce qu'a pu connaître l'Angleterre il y a quelques semaines avec pas mal d'attentats ou tentatives d'attentats, il semble quand même que les actes islamophobes soient en nette hausse. Mais en tous les cas, à Londres, ça gêne personne. Par exemple, une femme en foulard qui fait la circulation, flic, contrôleuse ou que sais-je encore. En tout cas, ça ne choque personne. Puisque l'un n'empêche pas l'autre. Après, il y en a beaucoup me diront effectivement. Est-ce que c'est une spécificité à la française, toi qui as pas mal voyagé, Enver? Oui, c'est une spécificité à la française parce que nous, après moi, j'assume totalement ce que je dis. On est très ethnocentriste. On a abandonné ce terme en disant que non, voilà. Mais nous, on est le pays des droits de l'homme et on veut donner l'exemple à tout le monde et montrer quelle est la direction à prendre. Sauf que ça se passe pas comme ça. Le monde évolue, le monde a changé. Certes, effectivement, en Angleterre, c'est pas parfait. Il y a beaucoup de communautarisme et la reine, voilà, c'est la reine, c'est elle qui décide dans son royaume et elle a placé les gens en groupe. Mais c'est pas ce que tu vas porter sur la tête qui va déterminer ce que tu es. Il y a des gens très cons qui portent des kippas, des gens très cons qui portent des foulards ou qui portent des barbes, des gens très cons qui portent des croix, mais il y a des gens très très bien de tous les côtés et même des non-religieux. Donc à un moment donné, il faut arrêter et il faut simplement essayer de vivre ensemble. Est-ce que la religion a pris trop de place finalement ? Je pense que c'est l'ego des gens qui a pris trop de place. Et la religion, elle a toujours, en gros, Dieu, si on y croit en tout cas, il ne changera pas lui. Il changera pas. Il aura toujours sa place là où il est et il n'a pas besoin de nous pour exister, je veux dire. Mais les êtres humains, à force de oui, je suis le plus fort, ma communauté est la meilleure et autres, à un moment donné, à partir du moment où tu vois qu'il y a une communauté qui a plus d'influence, ils se sentent agressés, ils commencent à sortir des histoires sur oui, la laïcité, etc. La preuve, à la fin, Laurent Wauquiez nous dit ouais, on nie nos racines. De quoi parles-tu si à un moment donné tu dis que c'est il parle beaucoup de judéo-chrétienne. Exactement, il parle de racines judéo-chrétiennes. Mais est-ce que c'est parce qu'ils se sentent menacés par le fait que la religion musulmane a de plus en plus d'ampleur dans la société française ? C'est du non-sens. C'est sincèrement du non-sens. Les gens, à un moment donné, ont leur croyance ou leur non-croyance. Ils doivent apprendre à vivre avec les autres et nos décideurs, Laurent Wauquiez en fait partie, je pense qu'il doit avoir ce message qui est d'essayer de faire en sorte que les gens vivent ensemble plutôt que se tirer dessus les uns les autres. Donc si je comprends bien ton analyse, qui est quand même partagée par beaucoup, le vivre ensemble est quand même menacé par... alors on peut dire les médias, mais on peut aussi dire d'abord les acteurs politiques en général. Oh oui. Oui. Par leurs petites phrases, par leurs insinuations. C'est de l'huile sur le feu. À un moment donné, tu sais, la Révolution française a donné des droits au peuple français. Ouais. Les députés, etc. Voilà, le fait que dans la salle du jeu de paume, tout le monde se galvanise. Voilà, l'histoire française est ce qu'elle est. Et normalement, on est censé avoir des représentants qui nous représentent et qui disent ce qu'on veut. Sauf qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent simplement avoir un petit pouvoir, qui représente peut-être une dizaine de personnes sur les 60 millions de Français. Ouais. Et voilà, ils sont là, des petites phrases, parce que ça va faire plaisir à telle personne, tel groupe qui est influent, etc. Parce que c'est du lobbying au final. C'est du lobbying. Et moi, je m'excuse, mais Laurent Wauquiez, voilà, c'est l'arroseur arrosé encore une fois. Et je pense que toutes ces petites phrases, à un moment donné, elles leur retomberont tous sur le visage. Est-ce que par exemple, parce qu'on va en parler là bientôt, c'est la période de Noël qui approche à grands pas,
est-ce qu'on peut toujours parler d'une fête religieuse pour ce qui est de Noël, plutôt devenir une fête païenne maintenant, une fête plus commerciale qu'autre chose? Voilà. En tout cas, moi, je me souviens quand même quand j'étais tout petit, Noël, ça avait une autre symbolique. C'était un autre rendez-vous. Aujourd'hui, c'est à tous les magasins qui vont ouvrir jusqu'au 24 au soir pour faire du bise et pour que les gens consomment. En fait, c'est devenu une fête de consommation par excellence, commerciale, et on a perdu un peu le sens véritable de Noël, quoi. Exactement. C'est que moi, pareil, j'ai grandi dans la culture catholique et c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, Noël avait un sens. Au-delà du côté le Père Noël, etc., il y avait cette espèce de côté où on était là pour sa famille, on était là pour les gens, pour les aider. Bien sûr que c'était pas parfait, mais il y avait cette espèce de côté où c'était pas juste la recherche du cadeau. Là, aujourd'hui, on va t'offrir un cadeau, il y a des sites qui disent « Allez revendre votre cadeau 5 jours après », mais on va pas parler du fait qu'il y a des gens qui vont pas manger ce jour de Noël où tout le monde est censé partager, qu'on soit musulman ou chrétien ou non, voilà, ou non religieux, etc. Noël, comme tu dis, à un moment donné, avait un sens. C'était la période de l'amour et la période du partage. Tu vois, c'était la période où on se disait, ah bah, toutes les guerres vont s'arrêter. Mais là, à un moment donné, non seulement les guerres ne s'arrêtent pas, en plus c'est devenu super commercial. C'est juste, je vends, je vends toujours plus. Je fais des plus de promos. Et voilà, après c'est un combat. Et là maintenant, voilà, le combat sur la laïcité vient rentrer dedans. C'est devenu du grand n'importe quoi. Moi, je sais pas pour toi, mais moi, je kiffais regarder Maman j'ai raté l'avion. Ouais. C'était mon rituel. Ah, moi, c'était le Père Noël est une ordure. Voilà. Ah ouais. En pièce de théâtre et en film. Exactement. Tu vois, tu regardes le Père Noël est une ordure. Ouais. Le gars est en train de changer le fusible et c'est excellent. Et voilà, c'est ça Noël. Ouais. Mais à un moment donné, voilà, aujourd'hui, c'est je vais t'acheter ça, je vais prendre ça, etc. Un maximum de pubs. Les gamins le matin, ils sont là pendant les vacances. Tu regardes, il y a que des pubs pour jouer, Acheter, consommer. Bah ouais. Consommation. En même temps, qu'est-ce que font les parents pendant les vacances? Bah, pour ceux qui sont là, bah, pour être tranquille, bah, ils les mettent devant la télé. Exactement. Les dessins animés. Voilà. Hein, bon, on fait un petit point sur la question du jour aujourd'hui. On parle de cyber-haine en nette hausse, hein, donc anti-musulmane, notamment donc sur les réseaux sociaux, internet, etc. On pose la question, est-ce que les médias, les religieux doivent-ils intervenir et faire en sorte que justement cette religion soit considérée comme les autres? Alors Christelle qui nous dit bien sûr oui, voilà, c'est Christelle qui nous dit ça. Rima qui nous dit oui, c'est le minimum. Et puis un troisième commentaire, il est où? Il est pas là, je l'ai perdu. Bon, très bien, vous pouvez continuer en tout cas sur la page Facebook à commenter tout cela sur la page Facebook France Maghreb 2. Voilà, vous n'hésitez pas. Ah si, Yanni qui nous dit oui, c'est leur devoir. C'est ce que nous dit Yanni sur Facebook France Maghreb 2. Vous n'hésitez pas à continuer. Vous pouvez aussi réagir sur le Twitter LGF officiel. N'hésitez pas aussi parce que vous pouvez voter sur Twitter. Donc allez-y. Voilà, n'hésitez pas. 01 40 33 9000. On est de retour nous très vite, mon cher Enver, avec dans un instant. Eh bien, tu vas nous donner ton sentiment sur la nouvelle scène rap française. Pour toi, elle est un petit peu désastreuse. On sera avec Abdallah Zekri, le zapping. Et puis, bien entendu, on va parler de ce rapport sorti donc par l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie au sein du CFCM, conduit par Monsieur Zekri, qui sera avec nous dans quelques instants. Ton coup de cœur aussi qu'on retrouvera tout à l'heure. Et puis je rappelle aux auditeurs qui pourront gagner leur place pour Rai Narai, le groupe qui se reforme pour l'occasion, à l'occasion du 20e anniversaire du festival Ville des Musiques du Monde. Ça se passera le 5 novembre prochain à l'Embarcadère. C'est un dimanche en pleine vacances à 17h. Donc franchement, là, tout le monde peut y aller. C'est horaire accessible. Une super salle l'Embarcadère à Aubervilliers. Rai Narai, je vous offrirai des places dans le cadre du quiz tout à l'heure du LGF. Et puis bien entendu, Libertad. Voilà, le programme, il est ma foi très sympathique, non? Allez, fort sympathique. Restez avec nous. C'est le grand forum sur France Maghreb de votre radio. LGF, le grand fort avec Enver de Santos sur France Maghreb 2 avec nous. Oh, bon dia. Enver qui est avec nous donc jusque 18h avec bien sûr la possibilité de nous appeler bien sûr dans l'émission. Dans un instant, notre invité Abdallah Zekri. Pour l'heure, on va parler de rap français au travers de ton avis tranché, mon cher Enver. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors pourquoi Enver, le rap français n'est plus ce qu'il était? Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui c'est un peu du tout et du n'importe quoi. Le rap français,
il y avait une symbolique dans le rap français, c'est que c'est de la poésie. C'est de la poésie, certes. Il y a eu des textes très très durs, les rats aiment les lascars, du ministère amer, de NTM, assassin, des textes super durs. Je vais pas faire le gars qui vit dans le passé, mais à un moment donné, ce qu'on voit aujourd'hui, sans citer d'artistes, parce que ce serait leur donner trop de crédit, c'est qu'à un moment, c'est de la vulgarité, c'est juste de la consommation, c'est même plus être un modèle au niveau des paroles ou essayer de faire une critique incisive de la société. C'est juste consommer pour consommer et dire de la vulgarité, voilà. H24 pour dire bah voilà. Tout à l'heure j'ai cité justement les paroles d'un de ces rappeurs qui parlait donc de sa sexualité avec une personne qui porte un foulard, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est ça, c'est que à un moment donné le rap français, il y a plus de substance. Il y a plus vraiment de substance, tu vois. Que ce soit du Kerry James, que ce soit Rimka dont on a offert les places il y a pas longtemps avec le 113 où il y avait une espèce de consistance. Même dans la vulgarité, il y avait une consistance, il y avait un sens, tu vois. Mais là aujourd'hui, après ils peuvent me citer plein de textes qui n'avaient pas de sens et il y a de la merde partout, mais aujourd'hui il y a que ça. Sincèrement, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça dans le rap français. C'est des gens vides de sens, qui sont juste là pour se faire de la thune, et essayer de faire le buzz, soit par des clashs, soit par voilà la vidéo du moment, etc., sans se poser la question sur les conséquences et l'image qu'ils vont donner aux gens plus jeunes et autres. Et le rap français, l'âge d'or du rap français, pour moi, a été effectivement dans les années 90. Avec des rappeurs de Oxmo à Assassin, en passant par NTM et IAM, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, aujourd'hui, on en est loin. On en est super loin. Bah, vous pouvez nous donner votre avis. Je partage assez ton avis. Alors, certains vont nous dire oui, c'est parce que vous êtes plus à la bonne époque. Enfin, vous êtes resté bloqué à votre époque, etc. Et que le rap, moi on me l'a dit souvent chez certains jeunes là aujourd'hui qui pensent avoir tout inventé, que oui vous êtes démodé, votre rap de l'époque c'est plus ce qui intéresse maintenant, c'est les Booba et compagnie qui fonctionnent. Bon bah écoutez, si c'est ça que vous voulez être représenté par dans le rap français, bon, écoutez, moi c'est pas ma conception des choses. Le rap français effectivement c'est un moyen de s'exprimer pour beaucoup d'artistes et il l'utilisait à bon escient, effectivement, comme tu peux le dire, avec certaines vulgarités de temps en temps, mais c'était constructif. Voilà. Aujourd'hui c'est vraiment y a rien quoi, c'est le mec qui va te raconter son histoire avec une meuf dans une chicha, enfin c'est n'importe quoi. Bah tiens, regarde, après sans le citer, il y a eu un artiste et pourtant je l'aime bien, tu vois, qui justement lui a fait le buzz parce que justement il décrivait dans sa chanson comment il tabassait sa nana, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, il fait le doublage d'un très bon dessin animé qui passe sur une chaîne du câble. Et à un moment donné, c'est ça aujourd'hui le rap français, c'est que pour faire le buzz, tu vas parler de choses qui n'ont aucun sens et qui sont juste de la violence gratuite et de la vulgarité pure et simple, quoi. Ouais. Bah, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, hein, 01 40 33 9000. Est-ce que vous partagez l'avis de Enver et puis également le mien, je tiens à le dire, 01 40 33 9000. Est-ce que vous considérez que le rap français, il a perdu de tout son sens et que cet art donc que l'on utilise pour s'exprimer, pour exprimer des revendications, hein, c'était un peu ça à l'époque d'ailleurs. Exactement. Un certain mal-être parfois, semble un petit peu disparu et qu'aujourd'hui on ait laissé place à des textes faciles. Voilà, c'est vraiment très particulier. Bon, notre ami Zekri, il est pas joignable, je tiens à le dire tout de suite. Il a éteint son portable, mince. Je sais pas ce qui se passe. Bon, ça nous empêchera pas en tout cas d'en parler. Exact. Bien sûr, c'est assez rare, hein, donc j'espère que tout va bien pour lui. Donc on va passer maintenant au zapping avec une véritable passe d'armes à laquelle nous avons pu assister hier soir dans l'émission 7 à vous sur France 5 entre Éric Zemmour et Patrick Cohen. Écoutez. 1. Les médias pèsent sur l'opinion. 2. Vous menez, vous, un combat politique comme tous les médias. Et vous le menez au nom d'une certaine idéologie politiquement correcte. Et vous le savez très bien. Vous avez oublié ce que c'était. Moi, je sais. Zemmour, le journaliste. Je vous ai connu journaliste. Vous n'êtes plus journaliste. Moi, je fais du journalisme. Le réel. Cohen, le réel. Mon cher, c'est vous qui ignorez le réel. Moi, c'est moi qui le connais beaucoup mieux que vous. Ah. Et en plus, Patrick Cohen, je vais vous dire, le journalisme, à la naissance du journalisme, c'est-à-dire en 1830, il est au départ, il fait de la politique tout de suite contre Charles X. Moi, vous non plus. Et deuxièmement,
Vous faites de la politique à chaque phrase. Vous menez un combat idéologique à chaque phrase et vous le faites depuis que je vous connais. Moi au moins, je suis à visage découvert, je ne me cache pas derrière la fausse objectivité du journaliste. Là, vous faites un procès d'intention. Non, Ah non, je sais ce que je dis. Absolument. Je sais ce que je dis. Non, Et Patrick Cohen sait très bien ce que je dis aussi. Non, les valeurs du journalisme, je les porte très haut. Oui. Et je pense que c'est un beau métier. Mais oui, c'est un beau qui est métier. gâché par des gens comme vous. Ah non, c'est vous qui le gâchez. Voilà, c'était hier soir sur France 5, donc entre Patrick Cohen, le journaliste donc, et Éric Zemmour. Ton avis, Ender? Bah punaise, j'ai raté ça, mais sincèrement, les deux ont raison. Tu vois, pour une fois, je pense que et Zemmour et Cohen ont raison. Zemmour a raison parce que il dit clairement ce que tout le monde sait, c'est que le journalisme est politique et qu'il fait tout simplement de la transmission d'un avis politique quand il fait ses chroniques journalistiques, Patrick Cohen. Mais Patrick Cohen a également raison quand il dit à Zemmour que aujourd'hui le gars, c'est plus vraiment un journaliste et qu'il fait uniquement de la politique. Sincèrement, moi je dis chapeau bas pour nous avoir montré ces deux réalités, messieurs. Bon, allez, dans un instant, la suite de notre zapping. Pour l'heure, il est avec nous pour nous parler notamment donc de la sortie de ce bilan de 2017 des actes islamophobes en France qui a été dévoilé. Donc, c'est l'Observatoire national contre l'islamophobie qui a livré lundi 9 octobre son bilan donc sur les actes islamophobes anti-musulmans allant du 31 janvier au 30 août 2017. Celui-ci rapporte notamment que 82 actes ont été recensés par le ministère de l'Intérieur contre 134 en 2016 correspondant donc à la même période. Pour en parler avec nous, Monsieur Zekri, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Zekri. Et bienvenue en direct Bonsoir. sur France Maghreb 2. Alors, ce bilan, ce rapport en général rapporte qu'il y a une baisse de 38,8% des actes anti-musulmans par rapport à l'année dernière. C'est une première bonne nouvelle, non? Bon, c'est une première bonne nouvelle, mais tout est relatif. Comme j'ai mis dans mon rapport et dans mon bilan, naturellement, ces chiffres concernent les plaintes déposées dans les commissariats et les gendarmeries et transmises au sein des parquets. Mais néanmoins, il reste quand même beaucoup à faire parce que il y a des responsables musulmans, dans moi-même d'ailleurs, qui, lors de cette période, on n'a pas déposé plainte pour des menaces, des insultes, pour plusieurs raisons. Donc, par conséquent, il faut tenir compte également de cela. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas déposer plainte parce que, je les comprends, aller dans un commissariat à 9h du matin pour sortir à midi 30. Et puis, d'autres également qui considèrent que leurs plaintes, après 5-6 mois d'enquête, elles sont classées par les parquets parce que les individus qui ont commis ces actes-là n'ont pas pu être identifiés. Donc voilà. Donc il est vrai, mais néanmoins, quand même, on s'est réjoui qu'il y a un petit peu une baisse sensible. Alors dans ce rapport, on peut lire que l'Observatoire donc distingue bien les menaces au nombre de 31 en 2017 contre 84 en 2016, des actions qui s'élevaient à 51 en 2017 contrairement à 2016. Oui. Donc à 51 en 2017, 50 en 2016. Parmi les 51 actions, 42 concernaient des lieux de culte. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui... Concernant des lieux de culte directement, c'est-à-dire c'est soit des tags sur les lieux de culte, soit des tentatives d'incendie, soit des effractions, soit des têtes de porc, etc. Donc ça concerne les lieux de culte qui sont directement visés donc par ces actions-là. Effectivement, sur 51 à 42, ça fait beaucoup quand même. Alors, est-ce qu'on peut, Monsieur Zekri, est-ce qu'on doit cette baisse d'actes anti-musulmans peut-être à une politique ou une politique de sécurisation, par exemple, des lieux de culte? Oui, alors deux choses. Il y a eu quand même au début d'année les opérations et les patrouilles sentinelles qui ont longuement patrouillé autour des lieux de culte. Alors pour les racistes qui sont en train de nous écouter, ça concerne pas uniquement les mosquées, ça concerne les églises et les synagogues. Parce qu'on va dire, vous voyez, les musulmans encore on les protège. Bon, donc ça concerne cela. Et puis d'autre part, la sécurisation qui a été donc mise en place au niveau du ministère de l'Intérieur d'un service spécialisé pour suivre la mise en place des vidéos. Donc le CFCM fait partie de cette commission de travail qui se réunit au ministère de l'Intérieur et des fonds ont été naturellement dégagés, 80% pour chaque lieu de culte, pour chaque synagogue ou pour chaque grande église et après l'institution complète les 20%. Il y a eu cette sécurisation par des caméras, il va de soi surtout sur les grands de mosquées et ça a un petit peu
fait baisser les chiffres. Et puis il y a autre chose également. Oui. Lorsque on parle des attaques terroristes en France concernant la France, on s'est quand même bien rendu compte que les Français de confession musulmane ne sont pas épargnés aussi. Hein. C'est un terrorisme aveugle qui frappe tout le monde. Et pour une fois, certains groupuscules ou certains groupes identitaires ou autres, se sont rendus compte également que les musulmans sont victimes de ce terrorisme également aveugle. Vous pointez du doigt aussi, M. Zekri, la cyber-haine. Alors si je comprends bien, la cyber-haine, c'est les propos anti-musulmans qui peuvent fleurir sur les réseaux sociaux et sur Internet en général? Ah oui, alors là, ça fleurit pas mal, hein, ça fleurit pas mal. Il y a des propos même très graves, hein, quand même une personne à visage découvert, hein, qui a appelé, qui est d'ailleurs poursuivi actuellement par l'observatoire devant les tribunaux, à visage découvert, qu'il appelle à la mobilisation, il appelle à créer une nouvelle OAS en France. Il appelle ses partisans à le rejoindre dans la clandestinité et il dit qu'il faut tuer les musulmans et particulièrement les Algériens. Voilà ce qu'il dit. Ils ont demandé leur indépendance, et ils ont qu'à partir chez eux. Il y a cela, il y a la valise ou le cercueil, il y a les mots de Bougnou, les mots de Ratan, etc. et ainsi de suite. Donc il y a toute cette haine qui est déversée. Les musulmans ne sont pas compatibles avec les valeurs de la République. Ça, il ne faut pas s'étonner, les hommes politiques le disent, aussi bien de droite que de gauche, aussi bien Fillon, aussi bien Valls que compagnie. Hein. Donc par conséquent, c'est pas une nouveauté. Hein. Alors, pourquoi vous lancez cet appel à ce que l'islam soit traité de la même manière que les autres religions? Vous considérez, Abdallah Zekri, et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, à vous offusquer sur le traitement qui est réservé et fait à l'islam dans les médias par les hommes politiques en général? Oui, parce que déjà, quand on me parle d'islam de France, moi je ne suis pas d'accord, ça m'irrisse les cheveux, et pourtant il ne me reste pas beaucoup. Hein. Pourquoi l'islam de France? Pourquoi pas le judaïsme de France ou le christianisme de France? Pourquoi on veut que l'islam il est de France? Si je vais en Belgique, je vais pratiquer un islam belge ou en Allemagne, un islam allemand. L'islam est une religion révélée, monothéiste comme les autres, elle doit être respectée de la même manière, on ne demande pas plus, pas moins. Et concernant le reste, il est vrai que il serait souhaitable un petit peu que les hommes politiques cessent leur discours, parce que lorsqu'on dit que les valeurs de la France viennent de l'islam ou des musulmans, lorsqu'on dit qu'on ne respecte pas les valeurs de la République, lorsqu'on dit qu'on ne respecte pas la laïcité, je suis désolé, nous respectons tout cela, et c'est les autorités, les responsables politiques français qui ne respectent pas la laïcité. Parce que la laïcité, c'est la non-ingérence dans le culte. Malheureusement, il y a ingérence dans le culte musulman. Hein, à chaque fois, on veut nous orienter. Regardez uniquement le fait de mettre à la tête d'une fondation quelqu'un qui n'est pas musulman. Hein, donc, par conséquent, on est encore des mineurs, on est encore sous domination, on est encore sous tutelle, on est encore colonisé ou quoi? Ouais. Et puis alors, Enver et tous les auditeurs qui nous écoutent vont aussi être peut-être d'accord avec cet amalgame qui est entretenu sciemment entre islam, terroriste. On peut l'entendre dans toutes les chaînes d'infos en continu, dans la bouche aussi de certains politiques. Vous parliez de Manuel Valls, je pense que vraiment lui il en est un bon porte-parole en tout cas quand il parle de islamo-fascisme, d'islamo-gauchisme, je ne sais quoi. Je lui avais déjà répondu, je lui avais déjà répondu à l'époque. Regardez, il y a eu un événement, je vais vous dire une chose très claire. Il y a eu un événement il y a 48 heures en Angleterre où quelqu'un a fauché avec une voiture 11 passants, a blessé 11 personnes. Oui. Les autorités anglaises, en aucun cas, à la suite de cet événement, ont déclaré qu'il s'agit d'une opération terroriste. En France, les chaînes de télévision, BFM, télé et d'autres et certains hommes politiques disent que le procédé, la manière dont cet accident a eu, il reflète les idées de Daesh de dire qu'il faut écraser les gens. En France, déjà, on a commencé à dire c'est un acte terroriste, or qu'en Angleterre, il y a un silence radio de la part des Anglais. À l'image de ce qui s'est passé en Floride, Monsieur Zekri aussi, avec cette tuerie impressionnante. Alors, attendez, à Las Vegas. Il y a ça, je vais en venir à la Floride. Donc il y a déjà ça, le respect, tant que l'enquête n'a pas été. Lorsque l'enquête a été diligentée, on a dit non, c'est un accident finalement. En Floride, la personne était au 32e étage. Elle a massacré 58 personnes ou 60 personnes, et on entend certains dire ah, il a dit Allahu Akbar. Mais ils nous prennent pour des idiots. Ouais. En fait, ils entendent du 32e étage quelqu'un qui dit Allahu Akbar. Mais qu'on arrête un petit peu cette hystérie lorsqu'il s'agit de l'islam et des musulmans. Il est vrai que ceux qui commettent ces actes-là, ils disent nous sommes musulmans. Il est vrai que lorsqu'ils commettent un acte, ils disent Allahu Akbar. Mais est-ce qu'on tue au nom de Dieu?
Allahu Akbar. Est-ce qu'on en prononce le nom de Dieu pour tuer quelqu'un? Il est vrai qu'ils se disent musulmans, mais il n'a rien à voir avec les musulmans. Ouais. C'est pour ça que je dis, ce terrorisme aveugle, il se proclame d'un projet religieux, mais qui est en totale contradiction avec les valeurs de l'islam. Alors, Monsieur Zekri, ça tombe bien que vous êtes là. Je voulais vous faire écouter quelque chose. J'ai sensibilisé les auditeurs sur ce passage. Ça s'est passé la semaine dernière sur RMC. Au micro de Jean-Jacques Bourdin le jeudi 5 octobre. Lydia Guérousse. À ce qui est une vraie réforme du Coran avec un conclave européen qui pourrait faire entrer enfin l'islam dans la modernité. Vous savez qu'il y a une organisation islamique européenne dont le président est Ghanouchi quand même, l'islamiste tunisien, et j'aimerais que les autorités musulmanes européennes se réunissent pour expurger le Coran de toute sa partie violente, rétrograde, homophobe, antisémite, misogyne, parce que quand on lit le Coran, quand on le lit vraiment, et très peu l'ont lu, il y a des versets, des sourates dans lesquels on appelle à anéantir l'ensemble des mécréants. Il y a des sourates dans lesquelles on vous dit comment il faut frapper une femme pour qu'elle l'obéisse. Il y a des sourates où on appelle à tuer les homosexuels, et je pense que ça n'est plus du tout tolérable. Lydia Guérousse, jeudi dernier sur RMC. Est-ce que c'est attaquable ça, Monsieur Zekri? Bien sûr, c'est attaquable. C'est une personne qui, il faudrait mieux qu'elle aille relire le Coran. On a toujours parlé d'interprétation du Coran. Alors là, ce sont des Arabes de service, comme il existe au sein du Conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam, qui disent qu'il faut reviser le Coran. Le Coran, c'est un livre sacré, comme la Bible, comme la Torah. Et je lui demande à cette femme d'aller lire également la Bible et d'aller lire la Torah, et elle voit s'il n'y a pas des phrases, si on veut les interpréter. Regardez uniquement l'hymne national, égorger nos fils et nos campagnes, etc. et le sang impur. Donc, vous voyez, donc il n'y a pas dans le Coran, c'est une personne qui voulait se faire plaisir. Quand elle parle de la violence et faire une fatwa, qui va faire une fatwa pour changer le livre saint, le Coran? Personne. Donc elle est en train de, comment dirais-je, en train de taper un coup de bâton dans l'eau. Malheureusement, sans eau, il va pas, la plage, elle va pas s'ouvrir en deux comme au temps de Moïse. Monsieur Zekri, est-ce qu'on peut aussi se poser la question dans un autre sens? Aujourd'hui, oui, on entend effectivement, et vous êtes le premier à le dénoncer, des propos islamophobes, anti-musulmans, de la part, comme on vient d'écouter, de certains responsables politiques, mais aussi dans le traitement d'infos de la part de quelques rédactions. On peut le lire aussi, les articles sur Internet, etc. Est-ce que nous ne sommes pas coupables, Monsieur Zekri, en laissant faire aujourd'hui? On va pas reprocher, si je dois donner qu'un exemple, à un lobby qui a été heurté par un sketch à la télévision, d'avoir envoyé une 40 000 plaintes au CSA. Pourquoi les musulmans qui sont a priori entre 5 et 8 millions en France ne réagissent pas et se contentent de se faire passer comme des victimes? Est-ce que Monsieur Zekri, il n'est peut-être pas temps de passer à l'action? Parce que certains représentants des musulmans qui sont en contact avec les pouvoirs publics dans les plus hautes instances, ils ne représentent qu'eux-mêmes, ils sont haïs par la communauté musulmane, et malheureusement c'est avec cela qu'on traite. Donc il faut d'abord changer cela, d'une part, et d'autre part, au niveau des médias, très souvent quand on voit certaines spécialistes qui fleurissent comme ça, qu'on appelle à tout bout de champ, lorsqu'uniquement il y a un attentat qui vient s'exprimer, qui ne représente qu'eux-mêmes, ou des soi-disant imams illettrés trilingues, des idiots finis, des imbéciles abrutis, qu'on fait venir sur le plateau pour amuser la galerie. Tant qu'on ne fait pas venir appeler des gens pour venir essayer de parler des gens sérieux, des gens qui connaissent les dossiers, à ce moment-là, ils parleront. Et puis, autre chose, ce que je reproche, je suis d'accord avec vous, à ces des soi-disant intellectuels musulmans, parce nous avons beaucoup d'intellectuels également, qui ne réagissent pas que lorsque d'autres intellectuels s'attaquent à l'islam, aux musulmans et ainsi de suite. Alors donc, par conséquent, il faudrait d'abord que chez nous, on balaie de notre porte, on change les médiocres qui sont en train de nous diriger, on change ces imbéciles qui cherchent uniquement leur intérêt, ou bien l'intérêt de leurs enfants ou autres, pour faire plaisir à l'administration et être la voix de leur maître. Enver, tu as une petite observation, une question à poser à M. Zekri que tu écoutes depuis tout à l'heure, de manière, j'allais dire, pardonne-moi le terme, mais religieusement. Voilà. Écoute, moi je vais appuyer ce que dit M. Zekri en citant ceci. Eh bien maintenant, tuez tous les garçons et tuez toutes les femmes qui ont connu un homme dans l'étreinte conjugale. Mais toutes les fillettes qui n'ont pas connu l'étreinte conjugale, gardez-les en vie pour vous. Les Nombres 31, 17-18. C'est un extrait de l'Ancien Testament. Moi, je pense qu'à un moment donné, les gens
il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de science qui parlent. Que effectivement l'islam est pris pour ennemi, parce qu'à un moment donné, il faut toujours un ennemi. Ça a été les Italiens à une époque, les Espagnols à une époque, ça a été les Portugais, mais à un moment donné, ça a également été les Juifs. Et le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte que ce qui est arrivé quand on a mis justement une religion en tant qu'ennemi, en l'occurrence la religion juive, ça a mené justement à la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah. Là, on n'a pas juste mis une nation. Et le truc, c'est ce qui est en train de se passer. Les gens sont en train de banaliser des actes de violence et de haine incroyables contre des gens qui ont simplement une croyance et qui ont une religion qui n'est peut-être pas parfaite à leurs yeux. Mais et voilà, personne n'est parfait en ce bas monde, si je veux dire, croyant ou non croyant. C'est pour ça que moi j'appuie ce que dit Monsieur Zekri. Et à un moment donné, quand Madame Guirousse, moi je vais pas aller jusqu'à dire arabe de service et autres, parce que franchement je pourrais aller encore plus loin. Mais à un moment donné, je pense que les gens qui n'ont aucune science devraient simplement se taire et laisser les gens qui sont, qui savent de quoi ils parlent, discuter autour d'une table. Voilà, Monsieur Zekri, je suis entièrement d'accord avec cette analyse. Et malheureusement, ce que je peux vous dire, c'est que des gens qui travaillent, qui veulent avancer, qui veulent défendre la religion, qui veulent défendre l'islam, mais d'une manière légale, les premiers qui leur mettent le bâton dans les roues, c'est des responsables comme eux, parce que ils ont des égos incroyables et qui veulent pas que certains parlent, ils veulent que ça soit toujours eux qui parlent, or finalement, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Bon, Monsieur Zekri, pendant que je vous tiens, parce que je sais que vous êtes aussi un proche de l'Algérie, de très proche d'ailleurs, oui. On vous a eu à plusieurs reprises. Il semble là que il y a des articles moi qui m'ont interpellé. Aujourd'hui dans la presse, j'ai pu lire ça dans quelques presses. Aujourd'hui, l'Algérie, la situation économique devient de plus en plus critique et beaucoup de personnalités s'élèvent pour empêcher. Alors c'est assez incroyable, l'existence d'un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Vous y croyez, vous, Monsieur Zekri? Bouteflika, il peut encore continuer? Écoutez, moi je suis rentré d'Algérie il y a à peu près 15 jours, je suis allé pour une conférence, je suis allé par rapport aux événements qui ont endeuillé le MZAB, parce que je suis de cette origine-là, oui. Et en plus de ma casquette CFCM, je suis président du collectif des Mozambiques en Europe. Je suis allé pour voir un petit peu la situation dans le sud algérien. Oui. J'étais là-bas, j'ai assisté à des colloques et je suis revenu sur Alger. J'ai rencontré beaucoup de monde. Naturellement, certaines personnes qui se plaignent. La seule chose qu'il y a, moi, ce qui me choque, c'est déjà l'arrivée de Yahya comme Premier ministre. Oui. Parce que ce monsieur, ça fait la 4e fois qu'il vient Premier ministre. Quand on a de la dignité, quand on vous renvoie d'un gouvernement une fois, vous revenez peut-être à la 2e fois, on dit c'est une erreur, ne revient pas à la 3e et la 4e fois. Ça c'est mon point de vue, même si ça va déplaire à beaucoup de monde. Maintenant, le président en parle en son nom, on parle au nom d'Abdelaziz Bouteflika comme quoi un 5e mandat. Il va de soi, il y a des gens qui souhaitent que cette situation perdure, qu'elle reste telle qu'elle, parce que ils ont des profits et ils en profitent également, et qui parlent d'un 5e mandat. Moi, je n'y crois pas, je pense. Maintenant, si réellement, j'ai vu une levée de bouclier de personnes qui sont contre le 5e mandat, j'ai vu que ceux qui sont pour le 5e mandat, certains rigolos, y compris le responsable du parti, le premier parti d'Algérie, c'est celui du FLN, que je connais très bien, c'est un rigolo, et qui naturellement, il dit, voilà, on est pour un 5e mandat, et laissant 2019 arriver, et à ce moment-là, chacun prendra ses responsabilités. Très bien. Eh bien, Monsieur Zekri, merci en tout cas pour nous avoir parlé sans langue de bois et comme d'habitude. C'est pour ça qu'on vous aime, Monsieur Zekri. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous aime bien. Merci. Monsieur Zekri. À bientôt, Monsieur Zekri. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. Tu connaissais le personnage, Monsieur Zekri? Eh bien, je le connaissais de nom, mais j'avais jamais eu l'occasion d'échanger avec lui et ça a été un vrai plaisir. Ah ouais, c'est un monsieur en tout cas qui a, après on peut pas ne pas partager son avis, son analyse, mais c'est un monsieur qui a en tout cas ce franc-parler et j'aime ça, j'aime beaucoup en tout cas, Monsieur Zekri. Voilà, et encore une fois, on peut ne pas partager toutes ses analyses, mais encore une fois, il a le mérite d'être clair, franc, voilà, franc du collier comme on dit. Allez, exact. Dans un instant, la suite de notre zapping, ton coup de cœur et puis vos places à gagner pour le concert de Raina Rai. 17h30, bon début de soirée, merci d'être avec nous.
LGF, le grand forum avec Enver Dos Santos jusque 18h et nous étions avec notre ami Abdallah Zekri, donc qui nous présentait le rapport sorti donc sur les actes anti-musulmans qui sont en forte baisse par rapport à l'année dernière, mais une alerte sur la cyber-haine qui, elle, par contre, fleurit plus que jamais. Donc, d'où cette question qu'on vous pose à laquelle vous pouvez répondre évidemment. Est-ce que les médias, les politiques, les religieux doivent faire en sorte justement que cette religion soit considérée comme les autres? Vous y répondez sur la page Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur le Twitter LGF officiel. N'hésitez pas, bien sûr, vous pourrez vous exprimer tout à l'heure et agir aux propos de Monsieur Zekri dans Libertad. Dans l'immédiat, on continue notre zapping, mon cher Enver, avant de retrouver ton coup de cœur. On évoque à présent ce rapport qui tire la sonnette d'alarme concernant la sécurité des centrales nucléaires françaises. Elles sont vulnérables, paraît-il, à des attaques extérieures. En tout cas, c'est ce qu'affirme un texte rédigé par des experts notés par Greenpeace, donc une organisation écologiste. En cause donc, les piscines sont stockées, les combustibles usés des piscines qui ne sont pas suffisamment protégés, c'est ce qu'affirment les experts. Explication de l'un de ces experts qui a travaillé pour le rapport, Yves Marignac. Dans la conception des installations nucléaires, beaucoup plus d'attention a été portée sur les réacteurs eux-mêmes à cause du risque de fusion du cœur que sur les piscines. Et du coup, elles sont malheureusement victimes d'un déficit en termes de robustesse intrinsèque. Le scénario redouté en termes d'accident sur une piscine d'entreposage du combustible, c'est une perte d'eau de la piscine qui, dans certaines conditions, conduit à un feu du combustible et à un relâchement important de cette radioactivité, d'autant plus important que les piscines ne disposent pas d'une véritable enceinte de confinement. Voilà, donc un spécialiste en la matière. Les piscines où les combustibles donc usés sont stockés dans les centrales nucléaires. Ces piscines qui ne sont pas assez sécurisées, affirme l'expert, donc Yves Marignac. Enver, faut-il s'en inquiéter, justement, ces centrales nucléaires? Je sais qu'il y avait, par exemple, parmi les candidats à la présidentielle, un qui était vraiment anti-centrale nucléaire, c'était Jean-Luc Mélenchon, pour le coup. Exactement, et moi je pense qu'il faut s'en inquiéter, non pas pour le spectre Tchernobyl et autres, mais le nucléaire, c'est une chose qui est dangereuse, tout le monde le sait, c'est prouvé et autres. Après, c'est quelque chose qui est certes utile, mais aujourd'hui, si on arrive à apprendre qu'effectivement il y a peu de sécurité ou que les sécurités ne sont pas garanties, il faudrait peut-être remettre en question leur utilisation et essayer de trouver autre chose, vu que beaucoup, dont notre nouveau ministre de l'écologie, justement, en tout cas du développement durable, Nicolas Hulot, ont proposé des solutions avec justement les Greenpeace et autres. Je pense qu'il faudrait peut-être penser à s'y intéresser, surtout si un spécialiste comme Mariani ne fait que le confirmer. Alors, on poursuit dans notre zapping, bien sûr, sur France Maghreb 2. Avec justement tout de suite une autre affaire terroriste en France, beaucoup plus récente, il y a 9 jours, la mort de 2 jeunes femmes, en tout cas une affaire qui semble avoir été une affaire considérée comme terroriste par les médias. Ces 2 jeunes filles donc de Marseille qui ont été tuées au couteau par un Tunisien, donc un homme qui 2 jours avant, vous le savez, avant les faits, avait été interpellé pour vol dans un centre commercial, qui était en situation régulière, qui avait été remis en liberté. Cette situation a fait dire donc hier au ministre de l'Intérieur qu'il y a eu dans cette affaire donc une semble de dysfonctionnement de la préfecture du Rhône. Je propose d'écouter Gérard Collomb au micro de BFM TV. Ce rapport montre l'enchaînement des faits qui ont conduit à ne pas placer l'intéressé en centre de rétention, alors qu'il était en situation irrégulière sur le territoire et alors qu'il venait d'être interpellé pour un vol. Au sein de la préfecture du Rhône, la mission n'a pas identifié de faute individuelle, mais a souligné un ensemble, je cite, de dysfonctionnements graves du dispositif de l'éloignement. Voilà, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui parle de dysfonctionnement. Et pour le coup, Enver, chers amis auditeurs, donc ces dysfonctionnements pointés par le ministre de l'Intérieur, après examen du profil donc de l'assaillante de la gare Saint-Charles à Marseille, le 1er octobre, au fort de ses enseignements, justement, Gérard Collomb annonce un renouvellement profond de l'équipe qui est présente donc à la préfecture du Rhône. Le mouvement le plus significatif, c'est donc le remplacement de l'actuel préfet. Enver, le préfet a été remplacé. C'est bien, mais peut-être qu'il faudrait voir en amont. Enfin,
à un moment donné, ils sont là toujours à se renvoyer la balle. Le gars a été libéré, machin, il a pas fait son travail. Mais à quel moment ils vont se rendre compte qu'il faut peut-être placer des gens, pas simplement parce que ce sont des potes dans la politique, mais parce qu'ils sont efficaces. Je sais pas. Et puis tiens, pour finir ce zapping, une initiative inédite à présent entre politique et médias. Deux proches de Jean-Luc Mélenchon qui s'apprêtent à lancer aujourd'hui une levée de fonds pour créer une web TV intitulée Le Média. Cette web TV va diffuser 5 jours par semaine à partir du mois de janvier. Un journal télé, projet mené par donc des sympathisants de l'actuel leader de la France Insoumise, on l'a dit. Mais projet qui pour autant ne se destine pas à être une agence de communication du parti. Voilà qui rappelle un concept historique finalement de la presse française. C'est ce qu'affirme le spécialiste de l'histoire des médias, Christian Delporte, professeur à l'université de Versailles. À l'origine de la presse, il y avait ça. Je veux dire, si vous regardez les années 50, l'Humanité était liée au Parti communiste, le Populaire était lié au Parti socialiste, l'Aube était lié aux démocrates chrétiens. Mais il y a eu un recul très rapide dans les années 60-70 de cette presse d'opinion liée aux partis politiques. La différence là, c'est que c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus léger lorsqu'il s'agit d'une chaîne de télévision sur Internet. Tout le problème est de savoir combien de personnes vont regarder. Est-ce que ça touchera au-delà de France Insoumise ? À ce moment-là, on pourra dire que c'est un média d'une autre nature. Voilà pour le spécialiste donc à suivre, Le Média, nom de ces web TV qui devrait donc être créé à travers une levée de fonds lancée donc à partir d'aujourd'hui par deux proches de Jean-Luc Mélenchon. C'était le spécialiste de l'histoire des médias, Christian Delporte. Voilà pour cette initiative. Mon cher Enver, qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, c'est mignon, mais là où je pense qu'il devrait se poser des questions, notre ami Mélenchon, c'est que effectivement les médias ont un premier rôle, c'était soutien politique, voilà, l'Humanité, c'est vrai, Parti Coco. Là aujourd'hui, ce nouveau média qu'ils vont créer, que se passe-t-il si demain, demain Jean-Luc Mélenchon devient président, est-ce que le média va continuer à exister ? Tu vois, à un moment donné, il va se rendre compte que son média aura le même rôle qu'ont les médias actuellement, soutien de sa politique. Donc, il ne fait que jouer le jeu qui est déjà joué aujourd'hui. Il l'assume peut-être, c'est bien. Donc moi, je dis que voilà, les médias et la politique, de toute manière, sont liés. Il faut juste arrêter de faire les hypocrites. Bon, allez, on va passer maintenant à ton coup de cœur, mon cher Enver, avant que les auditeurs puissent nous appeler pour jouer au quiz du LGF et pour gagner leur place pour aller voir Rai Narai dans le cadre d'une soirée le 5 novembre prochain à Aubervilliers à l'Embarcadère. Soirée intitulée Is Not Dead avec le groupe Rai Narai. Donc pour cette superbe soirée, ça commence à 17h, c'est un dimanche 5 novembre en pleine vacances scolaires, donc j'allais dire voilà, l'occasion d'y aller. Jingle, c'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors mon cher Enver, je te laisse présenter ton invité qui est avec nous. Eh ben écoute, mon invité s'appelle Nadia Djebaili. Elle est présidente de l'association Une Goutte de Soleil, qui fait un travail formidable. Mais je vais lui laisser tout simplement se présenter et présenter l'action d'Une Goutte de Soleil. Elle en parlera beaucoup mieux que moi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, merci déjà de nous avoir invités. Nadia de l'association Une Goutte de Soleil, c'est une association qu'on a créée il y a bientôt 7 ans avec un ami David. Donc on a créé ça face à la misère qui nous entourait en fait. On a voulu faire quelque chose. Et nous, on vient en aide aux sans-abri en fait. Pas que aux sans-abri, mais bon, toutes les 2 semaines, on fait des maraudes solidaires sur Paris. On prépare des kits hygiène, des kits repas, etc. Et on vient en aide à un groupe de sans-abri qu'on essaie de suivre depuis un certain nombre d'années. Voilà. Et pour cela, pour se financer, eh bien, on n'a pas de subvention. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare des événements solidaires. Notamment, un événement qui s'appelle la Blaise Paris, qu'on organise tous les 2 mois à peu près. La prochaine, donc c'est un afterwork solidaire qui se trouve au réservoir. La prochaine date, c'est demain. C'est à 19h30 avec un plateau d'humoristes, d'artistes, de chanteurs, etc. Le public paye seulement 5 €. Avec ces 5 €, nous, on prépare des kits hygiène, des kits repas pour l'association Une Goutte de Soleil. Donc c'est un peu gagnant, les gens viennent s'amuser et en même temps font une bonne action. Quel genre de public tu as, toi, justement, au Blaise Paris, justement, aux soirées ? Notre public, ce qui est super, c'est qu'il est très mélangé et c'est vraiment ce qu'on voulait, en fait. On a toute classe sociale, toute culture, toute couleur, tout âge et c'est ce qu'on recherchait aussi. On a touché le maximum de personnes. Cool.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas Nadia pour nous avoir présenté ton projet, donc Enver qui a souhaité le mettre en lumière aujourd'hui. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt, merci bientôt, Nadia. Voilà, une belle initiative, voilà, il y en a des très très belles initiatives, c'est ce qu'a voulu mettre en lumière donc aujourd'hui Enver dans son coup de cœur. On rappelle, l'association s'appelle Une Goutte de Soleil sur Aubervilliers. Ils organisent des maraudes toutes les 2 semaines, vous pouvez aller sur la page Facebook, vous inscrire pour participer aux maraudes ou si vous voulez faire un don pour avoir les kits hygiène. L'hiver approche, donc ils sont déjà en train d'essayer de réunir des kits, mais également de trouver des tentes, des nécessaires, des sacs de couchage, donc n'hésitez pas à aller sur la page d'Une Goutte de Soleil. Et puis renseignez-vous, il y a une soirée demain, c'est Blaise Paris, c'est un after work, c'est une autre manière de récolter des dons et ça coûte que 5 €. Si vous voulez passer un bon moment avec de la bonne musique, avec des bons DJ, de l'humour, etc., allez-y, et en plus ça fera du bien à d'autres personnes. Allez, puisqu'on parle de musique, on va jouer maintenant. Si vous entendez ces quelques notes, vous devez savoir de qui évidemment je veux parler pour vous offrir des places pour le groupe légendaire, un groupe des années 80, le groupe Raï qui se reforme à l'occasion du 20e anniversaire du Festival Ville des Musiques du Monde pour une soirée rail le dimanche 5 novembre à partir de 17h à l'Embarcadère à Aubervilliers. 01 40 33 9000 pour jouer au quiz. Enver va vous aider. Allez-y, 01 40 33 9000. On vous attend. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, messieurs dames, bienvenue tout le monde avec Enver de Santos sur France Maghreb 2. Et on va jouer maintenant. Quiz, ça fait longtemps, hein. Très. Le quiz du LGF avec un match 100% féminin aujourd'hui, ça me fait d'autant plus plaisir. J'accueille Samia. Bonjour Samia. Oui, bonjour. Bonjour Samia, comment ça va ? Bah écoutez, je suis ravie d'être à l'antenne, c'est la première fois que j'appelle une radio et en plus je l'écoute depuis que vous animez votre émission, Christophe, depuis que j'ai découvert, et je trouve que c'est une émission où on apprend beaucoup avec du contradictoire et c'est intelligent et du coup je l'écoute tout le temps, je suis ravie. Bon, et ça fait longtemps que vous avez découvert l'émission ? Ça fait quelques mois et depuis, dès que je sors du travail, je me branche. Premier réflexe, voilà, France Maghreb 2 et le grand forum, voilà. Très bien. Excellent. Samia, vous faites quoi dans la vie ? Je suis assistante sociale. Assistante sociale, il y a du boulot là pour le coup. Vous habitez dans quel secteur ? J'habite dans le 95, mais je travaille dans le 93. D'accord. Face à vous, Razika. Bonsoir Razika. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors présentez-vous un petit peu, qui vous êtes, vous faites quoi dans la vie ? Je veux tout savoir Razika. Tout. Alors j'habite à Orléans. C'est la deuxième fois que je participe à de vos jeux. Oui. J'avais eu l'occasion de gagner une paire de Ray-Ban. J'ai reçu cette semaine. Ah super. Alors est-ce que vous êtes belle gosse avec votre paire de Ray-Ban ? Franchement, elles sont super et je vous en remercie. Eh ben je vous en prie. En tout cas, c'était bien mérité, ma chère Razika. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis assistante logistique. Assistante logistique, ça veut dire quoi ? Oui. Je travaille dans la logistique de l'import-export. Ah oui, très bien. Cool. Oh, t'as vu, on a des bons auditeurs. Ah, grave. Voilà. Nos auditeurs, non. Il y a du level. Eh oui, il y a du level, effectivement. Alors, je vous explique, c'est très simple. Ma chère Samia, ma chère Azika, je vais vous poser des questions, chacune d'entre elles. Vous allez passer 5 questions pour Samia, 5 questions pour Azika. Et Enver a la possibilité de vous aider. D'accord ? D'accord. On va commencer par Samia ? Oui. Alors, donc, Razika ne répond pas, on est d'accord, hein ? On est d'accord. Attention, je pose la première question. Enver, tu peux les aider, hein, évidemment. Les aider comment ? En joker ou je donne la réponse ? Non, tu donnes la réponse, tu les aides. Okay. Voilà, d'accord ? Allez, on y va, c'est parti, Samia, je te souhaite bonne chance. Merci. Première question. Quel est le prénom du Gros Minet, l'ennemi juré de Titi ? Son prénom ? Titi Gros Minet. C'est Titi. Non, c'est l'ennemi juré de Titi, le prénom. Le prénom. Bon, c'est pas grave, on passe. Quel nom japonais donne-t-on à un arbre nain cultivé en pot ? Un bonsaï. De quelle ville est originaire le groupe Zebda ? Toulouse ou Marseille ? Ah bah dites-moi une réponse. Je dirais Marseille. Toulouse. Comment s'appelle le petit de l'ours ? L'ourson. Et quel hôtel est chanté par le groupe Les Eagles 176 ? Quel hôtel ? Hôtel California. Bon, alors c'est pas mal, c'est pas mal. Alors donc quel est le prénom de Gros Minet, l'ennemi juré de Titi ? Bah non, c'est pas Titi, c'est Sylvestre.
Ah bah je l'ignorais. Alors, j'avais oublié moi pour te dire. Ah ouais. Quel nom japonais donne-t-on à un arbre nain cultivé en pot, évidemment, du bonsaï? Bonne réponse. Dans quelle ville est originaire le groupe Zebda? Mais non, c'est pas Marseille, c'est Toulouse. Samia. Comment s'appelle le petit de l'ours? C'est l'ourson. Bonne réponse. Et quel hôtel était chanté par le groupe Les Eagles en 76? Hôtel California. Ça nous fait un total de 1, 2, 3 bonnes réponses. Donc le score à battre, ma chère Razika, 3 bonnes réponses. Ça marche, on va essayer. On y va. Enver, tu peux les aider là, hein. Faut que tu sois. En fait, j'ai essayé de les dire, je vais essayer d'être plus réactif. Excuse-moi. Voilà, plus réactif, mon ami. Parce que j'ai dit tété pour non, il faut pas dire tété, il faut dire la bonne réponse. Exactement. Voilà. Je vais être plus réactif. Allez, c'est parti, on y va. Je te souhaite bonne chance, Razika. Première question. Quel type d'ustensile de cuisine désigne un chinois? Une passoire. Passoire. Bon, très bien. Quel fut... Oui, ça y est, il l'a donné. Combien font 7 x 9? 63. Comment s'appelle la prison qui se trouve dans la baie de San Francisco? Guantanamo. Alcatraz. Selon l'expression, que doit-on faire au violon, pour être en phase avec quelqu'un? Accorder. Quelle couleur est associée au parti Les Écologistes? Vert. Bon, alors, eh bien écoutez... Moi, Samia, mais je crois que c'est pour moi. Je crois que j'ai perdu là. Attendez. Alors, quel type d'ustensile de cuisine désigne un chinois? Vous m'avez répondu à une passoire. Enver l'a aussi dit. Bonne réponse. Combien font 7 x 9? Vous avez bien révisé vos tables de multiplication, à l'inverse de quelqu'un qui a soufflé la bonne réponse derrière. Je dirais rien. C'est bien 63, on est d'accord. Comment s'appelle la prison qui se trouve dans la baie de San Francisco? Vous m'avez répondu Guantanamo, mais non, c'est Alcatraz. Ouais, non, mais oui. Et selon l'expression, que doit-on faire au violon pour être en phase avec quelqu'un? Évidemment, l'accorder. Et quelle couleur est associée au parti écologiste? C'est donc, les verts. C'est une victoire nette et sans bavure de Razika d'Orléans. Merci beaucoup. Mais tu sais, ma chère Razika, bonne réponse, bien joué. Ma chère Samia, comme je suis grand seigneur aujourd'hui, je vous offre également 2 places. Ah, je suis ravie, merci beaucoup. Parce que la fidélité doit se payer en radio, et comme vous m'avez dit que c'était la première fois, et que etc. Donc je vous offre 2 places chacune. Le 5 novembre, vous allez pouvoir vous voir toutes les deux à l'embarcadère à Aubervilliers pour aller applaudir et passer une excellente soirée avec Raina Rai. Merci beaucoup, c'est génial. Merci. Profitez bien et amusez-vous bien. Super plaisir. Merci. Et ben voilà les filles, c'est cadeau. Voilà, je suis grand seigneur aujourd'hui. Bravo à toutes les deux en tout cas, et à très très vite, et merci de votre fidélité en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Bah voilà. Non, il faut savoir récompenser ses auditeurs. Mais grave, t'as raison. Ouais, voilà, je m'en fiche. Ça fera en moins sur le quota, mais tant pis. Voilà, c'est aussi ça, récompenser ses auditeurs. C'est important. Et Samia me disait être très à l'écoute et fidèle à l'émission. Bravo. T'as donné toutes tes réponses, sauf que tu t'es trompé sur le 7 x 9. Hein. Je dis pas. T'as dit 89, 90? T'as dit 90? Je t'ai entendu. Moi, je sais pas compter. Donc 7 x 9, 63 quand même. Table de multiplication quand même. Ah oui, Alcatraz, oui, bien. On te salue, Sophia, ça va? Bon, on y va pour Libertad. Ah, j'aime beaucoup ce moment. Libertad pour se finir en beauté, j'ai envie de dire. Exact. De manière très correcte dans cette émission, dans le LGF 01 40 33 9000. Vous avez envie de dire quelque chose, nous passer un petit coup de gueule, un coup de cœur, nous faire part par exemple d'un événement qui se passe près de chez vous, réagir à ce que vous avez pu entendre à l'émission. Eh bien, un seul réflexe, c'est le numéro de téléphone pour participer, 01 40 33 9000, que vous soyez de Marseille, de Dijon, de Clermont-Ferrand ou d'ailleurs. Eh bien, n'hésitez pas. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom et votre ville d'appel? Bonsoir, alors Nasser de Bondy. Salut Nasser de Bondy. Comment allez-vous? Bah fort bien, et vous? On vous écoute, qu'est-ce qui se passe? Alhamdoulilah. Là, juste une pensée pour nos frères, les Palestiniens, donc liberté pour la Palestine. On n'oublie jamais. Et une pensée pour nos frères Rohingya. Voilà. Merci Nasser, c'est entendu. Nasser. À bientôt. Merci, allez, salut. Bon. Voilà, ça peut être aussi ça, Libertad. Voilà, une petite pensée pour tous ceux qui souffrent dans le monde. N'hésitez pas, 01 40 33 9000. Ce que vous voulez, évidemment. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Kamel. Comment? J'ai pas entendu. Kamel. Kamel. Il nous appelle d'où, Kamel? Kamel d'Orléans. C'est Jamel. Jamel, pardon. Jamel, on t'écoute.
Baisse ta radio, Jamel. Ok, il a coupé, Jamel. Bon, baissez votre radio par contre avant d'appeler parce que comme je prends les appels en direct, hein, c'est du direct live. 01 40 33 9000. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à baisser votre radio parce que quand vous appelez, évidemment, je vous intercepte directement à l'antenne. C'est un peu le principe de Libertad. Voilà, il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas de standardiste. Voilà. Allô, bonsoir. Miaou. Voilà, ça peut être aussi ça, des auditeurs qui ont envie de faire le chat. Voilà. On aime beaucoup le chat, d'ailleurs. Hein? Merci à toi, 01 40 33 9000, Libertad sur France Maghreb 2. Bah oui, attends. Mais un vrai chat. Ah bah un vrai chat. Hein. Attends. Et si le chat nous parle à la radio, écoutez, on aura fait un concept assez novateur. Les animaux parlent aux animaux. Ça peut être formidable ça. Exactement. Comme titre d'émission, non? 01 40 33 9000, Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Reims, Metz, Orléans, Paris, Amiens, Le Havre, partout ailleurs évidemment, vous n'hésitez pas. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Oui, c'est Tar du Havre. Salut Tar du Havre, comment ça va? Salut Tar. Ça va, il fait beau, ça va. Et puis pour une fois qu'il fait beau, je voulais dire coucou à tout le monde. Ouais. Et merci pour l'animation. Franchement, il y a des belles musiques, il y a des sujets qui sont intéressants. Et que les guignols, qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi. Qu'ils soient un petit peu mûrs pour parler à la radio. D'accord, ok, bah c'est sympa pour les guignols. Qui ont de belles marionnettes d'ailleurs. Merci beaucoup en tout cas, Tar. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao. Tiens, j'en profite, on y reviendra vendredi avec Tarek Mami dans le studio. C'est la disparition de grand imam de Clermont-Ferrand. Qui nous a quittés, donc paix à son âme évidemment, on en reparlera, donc on lui rendra hommage ce vendredi. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel s'il vous plaît. Faisal, Paris. Faisal, Paris, bienvenue à toi. À toi de jouer mon ami Faisal. Bah, c'était juste pour te féliciter pour ton émission, tes interventions, tes analyses. Change pas, restez le même et bonsoir à tout le monde. Merci, bah écoute, Faisal. c'est super cool, merci Faisal. Merci beaucoup, t'inquiète, on est là et heureusement c'est grâce à vous d'ailleurs. Parce que sans auditeurs, je dis toujours, hein, une radio, elle n'a pas lieu d'être. 01 40 33 9000, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous êtes un peu plus critique à mon égard, n'hésitez pas non plus. J'aime bien moi tout ce qui est critique constructive, donc allez-y, hein, 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir Allô, madame, quel est votre prénom? Alors je m'appelle Swad. Bonsoir Voilà. Swad. Je suis en direct. Oui, vous êtes... Ah bah oui, attendez, Bonsoir, c'est Swad. Libertad, moi je décroche en direct Swad. Vous appelez d'où? Alors j'appelle de Gennevilliers. Gennevilliers. Et j'appelle en fait parce que j'aimais bien écouter l'émission du mercredi soir où intervenait l'avocat qui pouvait répondre en direct à toutes les questions juridiques, et je me posais la question à savoir est-ce que ça continue, est-ce que Alors, c'est ma chère suspensif Swad, ou pas. ma chère Swad, le problème c'est qu'il n'y a jamais eu d'émission d'avocat le mercredi soir. Donc soit vous êtes trompé de radio, ou soit trompé de jour. Ça peut arriver, hein. Les seules émissions juridiques, c'est le lundi 15h-16h avec Maître Hassan Boukhalifa et le samedi avec Maître Maghrebi entre 15h et 16h. D'accord, bon bah j'ai dû me tromper. Voilà, vous êtes trompé de radio, mais il n'y a pas de mal, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Bon, en tout cas, j'aime bien votre émission, continuez comme ça. Oui, Bonne soirée à mais tous. tâchez de ne pas me mettre sur une autre radio. Moi, je suis sur France Maghreb 2, hein, Swad, on est d'accord, hein. Oui, on est Oui, d'accord. non, mais on J'ai sait dû jamais. confondre avec le lundi, sûrement. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Swad. Bonne soirée. Bonne soirée. J'adore. 01 40 33 9000. Ah non, mais je peux me retrouver sur RTL demain matin avec vous, hein. Mais tu es avocat. Voilà, je peux être avocat aussi, bien sûr. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir Christophe. Bah, le Classico il arrive, hein, faut se préparer. Hein, Ah, vu, c'est dimanche, c'est dimanche. Ouais, c'est dimanche. Marseille, Paris Saint-Germain. Tu le sens comment, toi? T'as vu, moi en tant que Marseillais, on est requinqué avec l'arrivée de notre gros attaquant. Bien parlé. Mitroglou. Il a mis un doublé en plus hier. Attends, attendez, vous voulez pas que je rigole là? Mitroglou, rien que le nom il fait rire, quoi. Tu rigoles ou quoi? Il est là, ça nivelle les valeurs, là, attention. Hein. Rolando, il va mettre un tacle à la gorge à Neymar. C'est quoi ton prénom? Ah, parce que Mbappé face à lui au Luxembourg, aïe, hein, c'est pas trop ça, hein. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Mourad. Mourad, t'as pas peur d'un score de tennis une nouvelle fois? Un 6-1, 6-2, 7-8? Mourad, dis-lui qu'on n'a pas peur. À jamais Marseillais. Là, on sera toujours sur le terrain, on est prêt à monter. Voilà. Tu connais l'ambiance du Vélodrome, jamais. Exactement. Et on se rappelle lundi, d'accord? On se rappelle, y a pas de souci, Christophe. Mais en tout cas, continuez comme ça, bravo l'équipe. Merci à toi. Merci, et Mourad. bonne soirée. Et que le meilleur gagne, de toute façon. Marseille. Et que ces deux équipes nous offrent un bon classico. C'est terminé pour ce soir, Enver. Merci beaucoup. Merci à toi, Christophe. Merci beaucoup. Demain, avec Sofiane Lakdari. Tiens, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, lui. Avec Majid Messaouden qui seront avec nous demain entre 16h et 18h. Passez tous et toutes une excellente soirée, évidemment. À l'écoute de France Maghreb 2, qu'on ne s'y trompe pas. Il est pour le moment 18h pile. Je rends l'antenne à l'heure. Je le signale. Le flash avec Marine Garel. Bonsoir Marine.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron attendu au marché de Rungis. Le chef de l'État doit dévoiler un plan d'aide aux agriculteurs. L'objectif, c'est de redonner le juste prix aux producteurs à mi-chemin des États généraux de l'alimentation. Lourde peine pour les incendiaires de la voiture de police quai de Valmy à Paris, c'était en mai 2016. Des peines allant jusqu'à 7 ans de prison ferme pour violence aggravée. Le militant antifasciste Antonin Bernanos écope lui de 3 ans de prison ferme. L'obésité explose chez les enfants et les adolescents selon l'Organisation mondiale de la santé. On compte 10 fois plus d'obèses qu'il y a 40 ans et le phénomène s'accélère dans les pays à faible revenu. L'obésité marque les premiers signes de recul aux États-Unis et en Europe de l'Ouest, mais elle reste à un niveau inacceptable selon l'OMS. En Catalogne, où la déclaration d'indépendance est pour l'instant symbolique, c'est ce que fait savoir le porte-parole du gouvernement régional. Le Premier ministre Mariano Rajoy demande aux séparatistes de clarifier leur position et il menace de déclencher l'article 155, de priver la Catalogne de son autonomie. François Hollande fera sa première conférence d'anciens présidents lundi prochain en Corée du Sud. L'ex-chef de l'État prononcera un discours d'une demi-heure sur les enjeux géopolitiques pour l'avenir. Il déjeunera également avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Un homme de 39 ans arrêté hier en Belgique dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Bruxelles en mars 2016. 32 morts à l'aéroport Zaventem et dans le métro de la capitale belge. Le bilan s'alourdit en Californie, ravagé par de gigantesques feux de forêt, au moins 15 morts, une centaine de disparus, plus de 100 000 hectares partis en fumée, des milliers de logements détruits et les vents violents continuent d'attiser les 17 feux les plus importants. Si vous êtes propriétaire, vous devez régler votre avis de taxe foncière 2017 avant lundi prochain si vous le faites par courrier et avant le 21 octobre si vous le faites par Internet. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.